Oui. Allez, bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, j'irai dans notre enquête de demande de soins non programmés en officine pour ce webinaire de présentation d'une étude menée conjointement par l'URPS Pharmacien Grand Est, l'ARS et Tous pour la Santé. Que je remercie, que je présente. Donc, on a Hugo Zamolo et François Sarkozy pour Tous pour la Santé autour de nous. Nous avons Wilfried Bonjour à Strauss tous. qui représente l'ARS Grand Est et avec moi Julien Groix-Boulet donc, et Christophe Wilk pour l'URPS Pharmacien Grand Est. Et Bonjour nous à avons tous. Pierre-Emmanuel Cochet qui est le partenaire informatique de la solution que nous allons vous présenter aujourd'hui pour cette enquête. Bonjour à tous. Alors, si mon écran il veut bien. Le petit sommaire, donc un petit mot d'introduction très rapide de ma part. Ensuite, nous laisserons la parole à l'ARS Grand Est qui nous dira pourquoi elle est très intéressée par ce projet. Ensuite, nous reprendrons la main pour une intervention pour vous présenter le protocole de cette étude, le mode opératoire. Puis, il y aura une intervention de Tous pour la Santé pour la présentation de l'outil de recueil de données. Et puis, nous aurons un petit temps d'échange et de questions par rapport à toutes les questions que vous aurez pu nous poser. Donc, en introduction, je suis très heureux et tout l'URPS pharmacien est heureux de vous présenter cette étude sur les demandes de soins non programmés en officine dans tout le Grand Est. Je remercie les partenaires de ce projet, je les ai dit, qui sont avec nous, l'ARS Grand Est et Tous pour la Santé. La pharmacie d'officine est devenue aujourd'hui un centre de santé dont on pousse la porte pour avoir une prise en charge immédiate par un professionnel de santé qualifié et régulièrement formé. Je me permets juste de lire le document que j'ai préparé parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu coincé par le temps. Vous avez beaucoup de choses et on a beaucoup de choses à faire dans cette crise. C'est pour ça que je m'en tiens, j'irai strictement au texte que j'ai préparé. Or, il n'y a quasiment aucune publication sur la partie accueil des patients sans ordonnance et venant pour des demandes de soins non programmés, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas une demande directe d'une spécialité ou d'un produit. Plus encore, dans le contexte actuel, il est primordial et essentiel qu'un maximum d'entre nous remontent des informations sur la prise en charge des patients. Ce projet s'insère donc dans une démarche d'observatoire des pratiques officinales de premier recours en l'absence de prescription. Il est également la continuité d'actions menées par l'URPS, actions que vous pourrez retrouver dans les items des formulaires de cas à remplir. Cette étude rémunérée doit permettre ensuite de faire évoluer la reconnaissance de notre activité. L'URPS sera toujours là à vos côtés pour vous accompagner. Donc, avant de passer au contexte de l'étude, je vais laisser la parole à M. Strauss pour une présentation de l'ARS par rapport à ce projet. À vous, M. Strauss. Merci, Monsieur Ville. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis heureux d'être parmi vous pour le lancement de cette enquête qui, effectivement, est très importante pour l'ARS. Alors, quelques mots juste pour rappeler, effectivement, que l'enjeu des soins non programmés est majeur pour nous. Vous savez, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais depuis le rapport de Thomas Meignet, qui date maintenant de 2 ans environ, et national de Ma Santé 2022, la question des soins non programmés est centrale. Elle est centrale pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a une véritable difficulté d'accès aux soins sur certains territoires et que là, l'enjeu, c'est quand même de pouvoir répondre aux besoins des patients qui n'ont pas forcément de médecin traitant et qui ont parfois du mal à trouver finalement un interlocuteur. Et elle est majeure aussi par rapport aux questions de fonctionnement des services d'urgence qui, comme vous le savez également, je n'insisterai pas là-dessus non plus, sont engorgés. Et donc, nous mettons tout en œuvre pour trouver des réponses, permettre effectivement une meilleure prise en charge des soins non programmés. Dans ce contexte-là, il y a deux mesures phares qui sont centrales à mon sens. La première, c'est effectivement le déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé qui ont, comme vous le savez, une mission socle de réponse aux soins non programmés. Et d'ailleurs, je sais que de nombreux pharmaciens participent aujourd'hui à ces organisations. Et donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu de réponse collective en proximité à travers la mise en place des CPTS. Et puis, il y a donc aussi le déploiement du SAS, du service d'accès aux soins, qui doit permettre effectivement une réponse via une plateforme numérique et via également une plateforme téléphonique avec un numéro unique à l'ensemble des demandes pour faciliter la réponse aux soins non programmés.
Alors, dans ce contexte-là, le pharmacien d'officine qui, effectivement, est investi de nouvelles missions en tant que professionnel de santé de proximité, a un rôle majeur à jouer. Il a un rôle majeur à jouer, je pense, dans le cadre des CPTS. Vous le démontrez d'ailleurs dans votre implication dans les projets. Et aussi un rôle majeur, je pense, demain, dans le SaaS. Il n'est pas défini aujourd'hui, mais qu'il faudra qu'on travaille ensemble. Et c'est vrai que pour avancer sur le sujet, il nous a paru vraiment très intéressant de pouvoir conduire cette enquête qui, comme l'a indiqué Monsieur Wilk, doit permettre effectivement déjà de mieux identifier votre rôle, qui est déjà effectif dans cette réponse aux soins non programmés, et de faire en sorte que ce rôle soit mieux reconnu et qu'il soit intégré à toutes ces organisations qui se mettent en place. Voilà pourquoi cette enquête est essentielle, et nous avons effectivement souhaité soutenir l'URPS dans cette démarche avec le partenariat de Tous pour la santé, puisque nous avons, comme vous le savez, nous avons un CEPOM qui a déjà permis d'engager de nombreuses actions. J'en profite d'ailleurs pour souligner le dynamisme de l'URPS pharmacien Grand Est, qui n'est plus à démontrer. Et j'espère que cette enquête permettra de conforter finalement le diagnostic porté sur le rôle des pharmaciens dans l'offre de proximité et notamment dans la prise en charge des soins non programmés. Voilà, je vous souhaite une excellente webinaire. Je vais rester un peu parmi vous, mais je ne pourrais pas rester jusqu'au bout. Et puis, je souhaite effectivement que cette enquête soit une pleine réussite, et je compte donc bien entendu sur votre participation large et massive à cette enquête. Bonne journée à tous. Merci, Monsieur Strauss. Alors, je vais reprendre la main pour vous présenter cette étude, et ensuite on vous présentera, vraiment comment vous allez mettre en œuvre cette action. Le contexte de cette étude, ça a été rappelé déjà par M. Strauss auparavant. Le Code de la santé publique définit nos missions, parmi lesquelles la contribution aux soins de premier recours, qui mentionne prévention, dépistage, diagnostic, traitement, suivi des patients, dispensation et administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique, l'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social, l'éducation pour la santé. Donc, le pharmacien est un acteur essentiel de la prise en charge des demandes de soins non programmés. Nous sommes une porte d'entrée du patient dans le système de soins ambulatoires de ville par notre maillage territorial, notre disponibilité et aussi, on l'a déjà souligné, notre collaboration avec les autres professionnels de santé. Juste pour vous rappeler que notre région Grand Est représente 10 départements. Au 1er août 2020, nous avions 1604 officines, qui représente 7,56% des officines françaises, une densité de 28,9 officines pour 100 000 habitants et un nombre d'habitants par officine moyen de 3 460. Ça, ce sont les chiffres de l'ordre. Alors, et ça je sais que vous en attendez tous, de savoir ce qu'est vraiment une demande de soins non programmés, et qu'est-ce qu'on entend par demande de soins non programmés pour cette étude. Ce sont toutes les demandes qui doivent répondre à une demande directe ou une urgence ressentie d'un patient. Ils permettent de répondre durant la plage d'ouverture ou de garde des officines aux besoins de soins de la population en proximité dans un contexte de démographie médicale souvent tendue. Ça a été évoqué. Sauf si l'état du patient l'exige, ces soins ne relèvent pas médicalement de l'urgence et ne nécessitent pas de prise en charge par les services hospitaliers d'accueil des urgences ou par un médecin. Le concours de l'officine peut s'inscrire également comme effecteur dans le parcours de soins non programmés du patient à la demande d'un système de régulation. Pour que l'on soit bien d'accord de ce que l'on parle, après j'irai la théorie, la pratique. Voici quelques cas d'usage, que j'en ai sélectionné 5. Premier exemple, vous avez un patient qui vient à l'officine et qui se plaint, voilà, j'ai une sensation de brûlure entre les orteils, cela me gratte. Deuxième exemple, c'est un patient qui vient et qui nous dit « j'ai le nez qui coule, la température et des frissons ». Exemple, dans ce qui se passe actuellement notamment, et la possibilité pour le pharmacien présent de pouvoir réaliser les tests antigéniques Covid. Donc, vous voyez que sur le premier exemple, on est sur, par exemple, une possibilité de mycose entre les orteils, donc où, dans ce cadre-là, vous exercez votre travail en conseillant le patient sur une médication et également les conseils pour éviter que ça ne se revienne et comment se débarrasser de ce problème.
Deuxième exemple, dans le deuxième exemple, vous allez derrière éventuellement mettre en place des actes et notamment l'acte de réalisation d'un test antigénique. Troisième exemple, à la suite de la délivrance d'une ordonnance pour un renouvellement de médicaments pour la tension, vous avez une patiente qui vous interroge et qui vous dit « J'éprouve des difficultés à m'endormir, que puis-je faire ?» Là, on voit que la personne est en demande d'informations, de conseils par rapport à une difficulté qu'elle aurait pu éventuellement parler avec son médecin et dont elle n'a pas parlé ou elle n'a pas eu le temps ou autre. Et que là, vous allez également faire tout votre travail de questionnement du patient, de bien cibler la plainte et derrière, de pouvoir faire votre conseil, aussi bien en conseil hygiéno-diététique qu'en conseil éventuellement de spécialité, qu'elle soit homéopathique, allopathique ou autre. Quatrième exemple, vous avez un patient qui rentre avec une serviette autour de la main qui s'est coupée. Là, on est peut-être dans l'image que l'on avait peut-être du soin non programmé au départ, qui est vraiment quelque chose, entre guillemets, d'une urgence. Là, oui, la personne s'est coupée, vous allez voir la personne, vous allez évaluer la coupure et vous allez donc dire si pour vous la personne a besoin, je dirais, que vous fassiez, je dirais, un acte immédiat qui peut être jusqu'à pose d'un garrot parce que vous vous rendez compte que la coupure est très très impressionnante, ou seulement vous vous rendez compte que c'est bénin et vous pourrez faire un petit pansement, ou il y aura peut-être une pose de strip, ou alors vous dites, vous faites un pansement compressif en donnant au patient et en s'assurant qu'il aille bien vers un système qui lui permettra derrière de pouvoir avoir des soins immédiats, soit un système d'urgence, soit éventuellement en lien avec son médecin traitant que vous auriez peut-être pu appeler. Donc ça, c'est le quatrième exemple. C'est vraiment l'exemple, je dirais, que vous avez peut-être en tête pour cette expérimentation, mais vous voyez que finalement, dans tout ce projet, ça va beaucoup plus loin vis-à-vis notamment des trois premiers exemples. Et enfin, le cinquième exemple que je vous ai mis, c'est un exemple d'un patient qui entre dans l'officine, qui vous dit « j'ai mal au bras gauche, j'ai appelé le 15 qui m'a dit de venir chercher une pommade chez vous ». Ça, c'est ce fameux système où on est en orientation, peut être orienté par un système de régulation et on est finalement quand même le premier professionnel qui sera physiquement vu par le patient. Et à ce moment-là, c'est à nous, je dirais, de faire notre travail, d'interroger le patient et de voir si cette plainte-là nécessite uniquement un conseil ou de venir chercher ce que le système de régulation a proposé, ou est-ce que, en discutant avec ce patient, la plainte du patient m'amène à avoir une autre orientation vis-à-vis de ce patient. Voilà présenté assez brièvement cinq cas d'usage qui, je l'espère, vous ont permis d'être un peu plus au clair cette notion de demande de soins non programmés. Vous voyez qu'elle est très très large. On pourrait la réduire en disant que c'est une demande que si le patient avait fait exactement la même chose vis-à-vis de son médecin traitant, cela aurait abouti soit à une prescription, soit, et en tout cas, à la facturation d'une consultation. Donc, cette enquête, quels sont les enjeux de cette enquête? Un objectif évidemment principal qui est d'évaluer de la manière la plus complète et rigoureuse la réponse de la pharmacie d'officine à une demande de soins non programmés. C'est pour ça que j'ai essayé d'insister sur tous ces cas d'usage, parce que on souhaite vraiment que sur les périodes de recueil que l'on vous montrera tout à l'heure, on ait vraiment une exhaustivité de tous les cas qui peuvent être rencontrés sur cette période de recueil. On verra ensuite, parce que ça nous permettra d'avoir des chiffres sur le type de demande, sur ce qui est réellement fait par l'officine et dans quel domaine. Objectif secondaire, évidemment, c'est aussi d'évaluer, et on l'a bien dit dès le début, l'interaction de la pharmacie d'officine avec les autres professionnels de santé. Alors, quand est-ce que cela va se passer? L'enquête va démarrer le 19 novembre 2020 et se terminera fin avril 2021. Alors, ça ne va pas durer en continu, je dirais, sur ces 6 mois. Ça va se passer par demi-journée, on le verra après, des demi-journées de recueil ciblées par semaine, sachant que vous serez averti vous aurez le planning évidemment avec le protocole de l'étude, mais en même temps, vous serez averti chaque semaine, rappel de la période de recueil.
Si tout se déroule bien et si vraiment vous êtes très, très proactif dans cette action, on verra éventuellement si on ne peut pas aller encore un peu plus loin parce que évidemment, on voit que là, on va avoir la période hivernale et début de printemps, donc on va avoir certains types de pathologies et de demandes arriver. Il est sûr que si on pouvait avoir une période d'une année complète de recueil, permettrait d'avoir aussi les pathologies estivales et les pathologies de début d'automne. Par qui? Donc, qui peut participer à cette enquête? L'ensemble donc des personnes qui sont autorisées à dispenser du médicament d'officine, donc les pharmaciens et les préparateurs, des officines qui auront donc signé la charte d'engagement, ainsi que les étudiants de 6e année à partir de janvier 2021. Si Julien voudra en parler petit peu tout à l'heure, en fait, nous avons sollicité les 3 facultés pour que les étudiants, lors d'un stage d'application de 6e année, puissent avoir accès à cette enquête et se lance dans cette enquête, et notamment pour des maîtres de stage qui, pour l'instant, ne seraient pas de la partie. Donc, qui est concerné comme public? Évidemment, c'est toute personne qui va venir spontanément à l'officine avec une demande de soins non programmés, donc répondant à la définition qu'on a vue. Sur quel territoire? L'ensemble de la région Grand Est. Comment on recrute les pharmacies? Comme vous l'avez fait, on l'a proposé à toutes les pharmacies de Grand Est. En échange, vous vous êtes inscrits et je vous en remercie. Nombreux déjà, on espère qu'un grand nombre vont encore nous rejoindre par la suite. Pour l'entrée effective dans l'expérimentation, on vous a demandé de signer une charte d'engagement pour respecter le cadre de cette étude, de participer à ce webinaire de formation qui est donc organisé par l'URPS pharmacien et tous pour la santé, ou éventuellement de consulter le replay, et le replay sera de toute façon à votre disposition sur la plateforme, on vous le verrez après, puisque ce webinaire est enregistré. Il vous faut l'existence d'un espace de confidentialité dans l'officine, saisir les données de manière anonyme et évidemment transmettre les données de manière anonymisée à l'URPS et à tous pour la santé. Le recrutement des patients, on l'a dit avant, voilà, c'est les patients qui se présentent spontanément à l'officine avec une demande de soins répondant à la définition d'une demande de soins non programmés. Le repérage à l'officine de toutes les demandes non programmées se fait donc sur des demi-journées de recueil qui ont été programmées sur un planning. Donc, ce repérage va se faire par le pharmacien, le préparateur. On aurait pu aussi ajouter l'étudiant de 6e année. Ensuite, les demandes de soins non programmés, il va falloir les inclure dans un formulaire qui vous sera présenté tout à l'heure, formulaire de recueil de données qui va nous permettre de pouvoir savoir ce que vous avez fait, les demandes de conseil, l'orientation, les informations, les explications que vous avez pu donner à votre patient. Et là, vous avez un exemple de nombreuses on va dire, pathologies ou grands domaines d'action pour lesquels nous sommes amenés tous les jours à avoir des demandes non programmées. Cardiovasculaires, on a mis quelques exemples, des problèmes de circulation, jambes lourdes, hémorroïdes, problèmes cardiaques. Évidemment, dans le contexte actuel, la prise en charge de la Covid-19, prise en charge de signes évocateurs, réalisation éventuellement de tests antigéniques. On a toujours les tests sérologiques qui sont disponibles. Rassurer les patients, orienter les patients, prendre en charge les patients positifs, prendre en charge les cas contacts, prendre en charge les patients fragiles par les masques. Voilà, il y a énormément de choses que l'on fait aujourd'hui dans ce cadre. Mais évidemment, on a offert à la pharmacie d'officine la possibilité de réaliser ces types de tests, et notamment par des demandes spontanées de patients, à nous aujourd'hui aussi de montrer, je dirais, toute l'importance du rôle officinal dans cette crise. Les problèmes dentaires, ça arrive très, très, très régulièrement, des problèmes de dermatologie, des plaies, on l'a évoqué dans l'exemple, piqûres d'insectes, tiques. On a lancé semaine dernière une expérimentation sur un territoire très restreint le pays de Langres, dans le 52, sur ce sujet. Des allergies urticaires, des démangeaisons, infections cutanées. Le diabète, on rejoint la campagne dépistage que l'on a pu travailler ensemble. Gastro-entérologie digestive, ça c'est un grand motif de consultation à l'officine, comme la douleur. La gynécologie, on en fait assez régulièrement, infectiologie, ophtalmologie, ORL, voilà, pneumologie, psychologie, tout ce qui est stress, anxiété, dépression, addiction. C'est également l'exemple que je vous ai pris par rapport au sommeil.
Le tabac, l'initiation d'une démarche de sevrage, et là on rejoint notre action sur l'entretien motivationnel au sevrage tabagique. Tout ce qui est traumatologie, que j'ai pu vous évoquer aussi dans un exemple, et problèmes urologie urinaire. Voilà, c'est un exemple, là c'est non exhaustif, mais de situations que l'on rencontre au quotidien, et qu'on rencontre tous au quotidien, et que l'on prend en charge nos patients. Alors cette étude, comment va-t-elle être rémunérée? Donc, chaque officine participante recevra une indemnisation pour le travail de formation à l'étude et de recueil d'informations selon donc, le barème qui est ici. Nous avons une participation de 60 € au webinaire de formation qui sera versée sous condition de retour de données par la suite, donc de participation active à l'étude. Sur la participation active à l'étude, il y a 2 critères qui vont entrer en ligne de compte. Des critères sur le nombre de périodes de recueil renseignées, nombre de périodes. En tout, nous avons sélectionné 12 demi-journées par semaine, c'est-à-dire du lundi matin au samedi après-midi. On sait que toutes et tous, vous ne travaillez pas forcément ou le lundi matin ou le samedi après-midi. C'est pour ça que la plage maximum de recueil de données n'est pas un chiffre complet, je dirais, mais c'est un écart entre 21 et 26. Donc ça, si vous avez bien compté, ça fait 12 et 12, 24 périodes donc, qui vont se renouveler sur les 6 mois. Et les 2 périodes restantes, pour aller à 26, ce sont 2 périodes de garde que l'on vous demandera. Une période de garde de nuit et une période de garde de journée sur un dimanche ou un férié. En sachant que autant les 24 premières périodes elles sont imposées, les 2 autres, évidemment, elles seront à votre discrétion puisque nous ne gérons pas votre planning de garde. Et également, il y aura une rémunération en fonction du nombre de données enregistrées sur le temps de l'expérimentation, donc de 1 à 30 données, de plus de 30 à 80 et plus de 80 données sur l'expérimentation. Donc, voilà, vous voyez que dans cette rémunération, on va privilégier 2 choses. La première chose, c'est la régularité de recueil pour pouvoir avoir notamment toutes ces informations que je vous disais sur différentes saisons et avoir vraiment ce que l'on retrouve à l'officine. Et ensuite, évidemment, le nombre de données qui sera valorisé. Donc, le calendrier, comme je vous l'ai dit, se déroulera à partir du 19 novembre 2020 et jusqu'à fin avril, selon un calendrier de recueil que vous pouvez voir donc, sur le diaporama. Le démarrage, le jeudi 19 novembre, un matin, des recueils d'une demi-journée par semaine, plus, comme je vous l'ai dit, 2 périodes de garde à choisir sur une nuit de semaine et une journée de dimanche ou de jour férié. Évidemment, nous avons construit, je dirais, une base de données pour le recueil des informations qui vous sera présentée par la suite. Évidemment, un grand bilan sera réalisé, un bilan qui est attendu par l'URPS, attendu par l'ARS, comme vous l'a dit M. Strauss tout à l'heure, mais également déjà attendu par le ministère, puisque nous avions pu échanger, j'ai pu échanger récemment avec des personnes du ministère qui sont très intéressées par ce projet. Et donc, la réussite et la précision de son évaluation dépendront du sérieux que vous pourrez apporter dans les différentes étapes et de la qualité du recueil des diverses données. Donc, on a travaillé assez longuement sur le formulaire de recueil. S'il y a des petits bugs peut-être, vous verrez à l'usage, n'hésitez pas à nous en faire part. Mais on va vous présenter tout ça maintenant et je vais laisser reprendre la main à tous pour la santé pour la présentation de l'outil. À moins que juste avant, si Julien voulait un petit mot sur les étudiants. Oui, bonjour à tous et à tous. Effectivement, vous l'avez compris, c'est une étude ambitieuse et il nous a semblé très important de pouvoir aussi impliquer les étudiants de 6e année. Alors, pas forcément attendre le début de leur stage pour lancer l'expérimentation parce que c'était important d'avoir quand même cette période hivernale qui est une période de sollicitation importante, mais d'avoir finalement la possibilité via les étudiants et les maîtres de stage de recruter à partir du début du stage, encore plus de pharmaciens impliqués pour ce recueil. Et là aussi, comme chaque année, la faculté de Nancy, de Strasbourg et de Reims demandent des expérimentations à ces étudiants de 6e année. Et cette année, on a décidé d'avoir cette expérimentation commune, donc obligatoire pour tous les étudiants de la faculté de pharmacie de Nancy. Et ce sera des aides, à mon avis, précieuses pour faciliter le recueil, la collecte des données au sein de l'officine, au sein de l'équipe officinale, la remontée des informations via la plateforme
et ce sera aussi très formateur pour eux puisqu'ils auront finalement la globalité des interventions de tous les membres de l'équipe sur des soins non programmés. Donc, ce sera également très formateur. Donc, on compte beaucoup pour leur enthousiasme et donc la présentation qu'on vous fait sera aussi présentée aux maîtres de stage sur Nancy le 12 novembre et aux étudiants pour la réunion pré-stage le 6 décembre. Merci Julien. Donc, moi, je vais arrêter le partage d'écran pour redonner la main à Tous pour la santé. Merci beaucoup Christophe. Donc Hugo Zamolo, je suis responsable du projet chez Tous pour la santé. Et donc cette plateforme a été, donc on va vous présenter la conception, le fonctionnement de la plateforme. Donc je laisserai Pierre-Emmanuel, qui est le chef de projet responsable du développement de la plateforme, qui va vous présenter le parcours d'un utilisateur de son inscription jusqu'au suivi des cas renseignés. Donc cette plateforme, elle a été conçue afin de vous rendre la saisie des données vraiment la plus simple possible, avec 2 étapes. Une étape qui n'arrive qu'une seule fois, lors de l'inscription. C'est une phase d'inscription où on va vous demander de renseigner toutes les caractéristiques de votre officine. Ça prend maximum 5 minutes, ça prend même moins, je pense. Et une phase de renseignement des cas pour chacune des demi-journées où vous serez, enfin, une des demi-journées qui sont données par l'URPS, où on va vous demander de renseigner tous les cas qui se sont présentés à l'officine lors de cette demi-journée. Et vous n'aurez plus à renseigner systématiquement les caractéristiques de l'officine qui seront déjà renseignées. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre de notes dans la présentation que va vous faire Pierre-Emmanuel, puisque nous vous fournirons par la suite toute l'aide nécessaire, un document écrit de présentation de la démarche d'inscription et de renseignement de cas, une mise à disposition de l'enregistrement de ce webinaire, et on va vous fournir aussi un numéro, une hotline pour répondre à vos questions. Eh bien, merci Hugo pour cette introduction. Donc, je vais sans tarder continuer à présenter l'outil. Donc, on retrouve en fait un outil. Donc, c'est un site web sur lequel on retrouve un peu des éléments classiques qui vous permettront en fait de vous inscrire et de vous connecter. Et une fois connecté, voilà, vous aurez accès au formulaire de saisie pour les demandes de soins non programmés décrites précédemment par Christophe Wickel. Donc, on retrouve en fait sur le site un mot justement du président de l'URPS qui vient de parler, ainsi qu'on mettra aussi également le webinar quand il sera disponible pour qu'on puisse le regarder a posteriori, voilà, revoir cette présentation. Donc je vais vous montrer sans plus tarder comment s'inscrire. Donc on voit que les boutons importants en fait sont en surligné pour tout de suite avoir accès aux différentes choses. Donc je vais m'inscrire avec un numéro finesse, on va dire factice. Voilà, donc je vais remplir mon adresse email et le mot de passe. Donc ici, il faut remplir l'adresse email de votre officine, donc un compte par officine. Voilà, donc après, on a des informations sur l'officine, donc un peu sa situation géographique, donc par exemple dans une ville de 10 000 à 20 000 habitants, de quartier, de centre-ville. Votre officine a-t-elle une collaboration formalisée avec d'autres professionnels de santé? Donc là, vous pourrez renseigner si vous avez par exemple des liens avec une ESP, une CPTS. Voilà. Est-ce que vous adhérez à un groupement de pharmaciens? Donc vous pouvez rester ou dire oui, non, on ne se prononce pas. Donc là, vous allez pouvoir rentrer aussi la taille de votre officine, donc ce qui va permettre un peu d'évaluer un peu la taille aussi de votre officine, le nombre de titulaires, le nombre de pharmaciens adjoints, si vous avez des préparateurs et également des étudiants en pharmacie. Donc ensuite, la question du local de confidentialité, donc par exemple, si vous en avez un ou juste le local d'orthopédie. Voilà. Et ensuite, un peu plus de détails sur quels sont les services proposés au sein de votre officine. Donc là, il y a une petite liste avec des menus qui se déroulent en fonction des choix que vous faites. Par exemple, je prends l'utilisation de TROD. Est-ce que voilà, le TROD sérologique, strepto, voilà, donc on peut sélectionner plusieurs options, prise de constante, et un champ où on peut préciser un autre service. Voilà.
Donc ensuite, à quelle fréquence estimez-vous recevoir des demandes de premier recours? Donc là, vous pouvez choisir. Et ensuite, un petit questionnaire sur l'impact du Covid sur l'accès aux soins. Donc voir s'il y a une augmentation, s'il n'y a pas plutôt une diminution ou pas d'impact, et que ce soit pour les demandes liées au Covid ou non liées au Covid. On va en sélectionner quelques-unes, voilà. Et donc la dernière étape, c'est la qualification du tutélaire. Donc la personne qui remplit le formulaire, donc un peu des informations démographiques, donc l'âge, le sexe, est-ce qu'on est à jour sur des formations? Voilà, si on a reçu des formations, les temps de formation auxquels on a participé, et ensuite quel type de formation semble nécessaire pour l'équipe. Donc là, on peut en sélectionner pareil plusieurs, préciser une autre. Voilà. Donc une fois que tout ça est rempli, donc je vais pouvoir cliquer sur inscription, accepter les conditions légales. Et donc là, je suis sur la page de connexion et on voit un petit message qui nous informe que on va recevoir par email justement un lien pour valider justement son inscription. Donc ce qui permet en fait de bien valider que l'email appartient à l'officine. Voilà, donc vous aurez une demi-journée pour cliquer sur le lien, que je vais attendre de recevoir ce lien. Hop. Donc, pendant ce temps, je peux retourner sur le site en attendant le lien. Voilà. Donc ensuite, comment dire, je vais m'inscrire avec. Alors, je vais vous ouvrir. Voilà, je viens de recevoir l'email. Hop. Donc là, je reviens de recevoir l'email qui me permet donc de valider mon compte, donc confirmer l'inscription. Et donc automatiquement, le fait de cliquer sur cet email, ça va nous rediriger sur le site et nous mettre sur la page de connexion. Voilà. Donc je vais me connecter avec un autre numéro Finesse pour vous montrer, parce que j'ai déjà rempli des formulaires cas patients, donc ça va me permettre de vous montrer un peu plus de choses. Voilà, donc on arrive en fait sur une page un peu différente de la précédente, vu qu'on est connecté, qui viendra s'enrichir avec le temps de nouveaux éléments. Il y aura par exemple le calendrier. Et en fait, on retrouve donc les boutons pour la saisie d'un formulaire, donc que ce soit dans la barre de menu en haut ou en gros sur la première section. Donc sans plus tarder, je vais saisir un formulaire. Donc on retrouve tous les éléments qui ont été présentés auparavant. C'est un formulaire qui se fait en 5 étapes. Donc il y a les informations préliminaires, les motifs et ensuite l'orientation qui a été faite. Donc vous aurez la possibilité aussi de télécharger le PDF de ce formulaire qui vous permettra un peu peut-être de voir à tête reposée les différentes questions. Donc sans plus tarder, je vais remplir ce formulaire pour vous montrer un peu les options disponibles. Donc, pour la date de prise en charge, on retrouve les éléments qui ont été précisés. Donc, il y aura la liste des demi-journées de journées planifiées par l'URPS pour la saisie. Un peu sur l'âge du patient, donc on va pouvoir remplir différentes informations, le pays, son sexe, est-ce que le patient bénéficie de la C2S, est-il traité pour une affection de longue durée? Oui, non, on ne sait pas. Donc, on va pouvoir remplir ces différentes options. Et ensuite, une question un peu. Donc, le patient est-il connu de l'officine? Donc, oui, non, pour savoir si c'est un patient habituel, occasionnel. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, on retrouve les motifs de la visite à l'officine. Donc, comme exposé, une assez longue liste qui reprend un peu les principaux éléments du tabac, et on va vous préciser si on a d'autres champs, d'autres idées.
Qui a adressé le patient à l'officine, donc voir si le patient est venu spontanément, si c'est un proche qui veut lui venir, ou s'il a été redirigé par un professionnel de santé, par exemple soit le médecin généraliste ou son infirmier, ou on peut penser aussi voilà, ou les services d'urgence. Voilà. Donc on retrouve ici, si par exemple il a appelé le SAMU auparavant, voilà. Et ensuite les difficultés d'accès à un autre professionnel de santé. Donc si par exemple le patient n'a pas pu accéder rapidement à son médecin traitant, voilà, on va pouvoir le renseigner ici. Voilà. Donc je continue. Sur les recueils d'informations par le pharmacien, donc ça c'est savoir si en gros, est-ce qu'on a recueilli des informations spécifiques sur l'état de santé du patient, donc soit est-ce qu'on lui a demandé directement auprès du patient sur par exemple ses antécédents familiaux, ses traitements médicaux, voilà, donc on a une liste, facteurs de risque, historique de traitement, diagnostic antérieur, process en cours, vous a renseigné, donc pareil sur les mêmes motifs. Consultation du dossier pharmaceutique, du dossier médical partagé ou non, voilà, ou autre. Donc ensuite, on est sur tout ce qui est acte et prise en charge, donc c'est la 4e étape. Donc savoir si, par exemple, vous avez réalisé un acte technique, par exemple que ce soit application de gestes et de soins d'urgence, donc que ce soit administration d'un médicament, défibrillation, massage cardiaque, position latérale de sécurité, voilà, donc on a une petite liste. Que ce soit sinon la prise en charge et la mesure du TRD, donc prise de température, test antigénique, voilà, angine, électrode glycémique. Voilà. Est-ce que aussi on a dispensé un produit aux patients, donc que ce soit autotest, dispositifs médicaux, homéopathie, médicaments, voilà, donc on va pouvoir en sélectionner. Délivrer un conseil sur un traitement, sur un symptôme ou une pathologie, voilà, donc il y a quand même des questions, voilà, réaliser un autre acte, donc là on peut préciser si on a effectivement ou pas. Donc ensuite, des petites questions. Qui a réalisé la prise en charge au sein de l'officine? Donc là, donc, que ce soit le pharmacien, le préparateur ou même, par exemple, l'étudiant, on peut pouvoir préciser. Et où a été réalisée la prise en charge? Donc vous allez pouvoir préciser donc, si c'est au comptoir, dans le local orthopédique ou dans le local de confidentialité. Et ensuite, la durée de la prise en charge. Donc on va pouvoir renseigner, par exemple, 10 minutes. Voilà. Je vais vous montrer aussi que voilà, il y a de la validation sur les questions. Donc ça veut dire que les questions sont obligatoires dans la mesure où elles sont sélectionnées. Voilà. Et ensuite, donc, pour l'orientation, donc, il y a des questions qui apparaissent en fonction des réponses qu'on a précédemment mentionnées. Hein. Si par exemple on a fourni un médicament, si on a orienté le patient, des choses comme ça. Donc on va pouvoir préciser donc, quelle orientation on a donnée au patient. Si on a demandé par exemple le retour au domicile, avec un suivi particulier, la relation entretenue avec le professionnel de santé qui est orienté. Voilà. Donc, savoir si on va partager les informations avec d'autres, par exemple le médecin traitant, d'autres infirmiers ou autres, ou un service de régulation d'urgence, de type SAMU, pompier ou service d'urgence. Voilà, donc, et ensuite définir par quel moyen on a partagé ces informations. Voilà, donc il y a un email sécurisé par exemple, différentes options. Donc là, prise en charge ou pas, voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça, on est redirigé vers la page d'accueil connecté. Donc, ce qui va nous permettre soit de relancer un formulaire directement. Donc, soit là, je vais vous montrer un peu donc, la consultation et la saisie de l'historique. Enfin, la vision. On peut voir l'historique des différentes formulaires cas patients qu'on a déjà rentrés. Voilà, donc le dernier en date, c'est celui qu'on vient de rentrer ensemble. Je vais pouvoir aussi, par exemple, vous vous rendez compte que vous avez omis un détail ou qu'il y a besoin de rectification. Vous allez pouvoir modifier le formulaire
de type, enfin de manière ponctuelle, par exemple, hop, juste modifier par exemple le motif et continuer et soumettre, voilà. Là, on voit que ça a changé, c'était celui-ci. Voilà, donc on est. Ensuite, il y a aussi donc une partie un peu concernant des informations complémentaires, donc avec un rappel du protocole utilisé dans la région Grand Est. Donc voilà, comment faire. Donc c'est un peu ce qu'on vous dit dans ce webinaire. Donc on retrouve un peu les types de demandes. Voilà, des questions. De toute manière, comme l'a mentionné M. Zamolo, donc il y aura un numéro de line pour des questions par la suite. Et ensuite, donc, vous allez pouvoir consulter votre compte, donc une page qui arrivera bientôt avec plus d'informations, et où on pourra par exemple aussi éditer le profil. Donc, pour, par exemple, je pense par exemple à s'il y a des étudiants qui arrivent, on va pouvoir modifier ça. Si on a d'autres, par exemple, d'autres formations qui sont arrivées ou d'autres formations qui nous intéressent, on va pouvoir modifier tout ça. Voilà, très bien. Donc je pense que j'ai fait le tour, voilà, donc peut-être passer la parole à M. Zamolo pour un complément d'information. Donc voilà, donc on retrouve en résumé donc inscription, connexion et la saisie des formulaires pour une officine avec la consultation de l'historique. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Juste la possibilité de télécharger le questionnaire au format PDF, ça vous permet de l'avoir au comptoir et de le remplir à la main avant de le remplir ultérieurement. Si c'est plus simple pour vous, pour certains cas, c'est une possibilité qu'on offre. Et après, sur la page d'informations complémentaires, donc vous retrouverez le calendrier, bien sûr, avec tous les créneaux. Vous retrouverez le webinaire, le document dont je vous ai parlé pour vous aider à remplir les cas. Et c'est à peu près tout. Et après, les consignes générales, bien sûr. Et le rappel, vous retrouvez aussi la présentation qu'a fait Christophe Wilk en introduction, avec vraiment la vraie définition des cas et les exemples qui peuvent rentrer dans le cadre de cette collecte de données. Oui, juste pour dire, c'est Christophe Wilk qui reprend la parole. Le questionnaire, ce n'est pas un questionnaire à poser aux patients, c'est vraiment juste un questionnaire qui est là pour voir, en gros, analyser comment vous avez pris en charge le patient. Et j'irais même à terme, c'est ou même en le remplissant, vous vous direz « Ah bah tiens, oui, bah tiens, j'aurais pu peut-être dire ça en plus ou j'aurais pu peut-être faire ça ». Donc en même temps, ce questionnaire, à mon avis, il a aussi un peu une valeur un peu, je dirais, d'amélioration de la qualité de la prise en charge en même temps. Et alors, peut-être que vous auriez un petit peu peur en vous disant il va être long à remplir. Non, je veux dire qu'on a testé. Je veux dire, à partir du moment où on se familiarise bien avec l'outil, je dirais en 2 minutes maximum, je dirais un cas est rentré. L'avoir à côté de soi, c'est bien, c'est super. Maintenant, c'est sûr que des fois, il y a des périodes où il risque d'y avoir un petit peu la queue à l'officine. L'idée, c'est peut-être de noter sur une feuille des informations, disant, tiens, noter par exemple le nom du produit vendu ou autre, et puis derrière, on se refait tout le déroulé, j'irai en remplissant le questionnaire en ligne quand on a quelques instants. Voilà. Vous me permettez, Christophe, c'est François Sarkozy. Merci pour cette présentation. Évidemment, personne n'aura à répondre à l'ensemble des questions. Vous avez vu que c'est un questionnaire dit intelligent qui s'adapte. Si vous n'avez pas besoin de poser des questions aux patients, vous passez à la question suivante. Donc, il s'adapte. Hein. C'est bien. L'idée, c'est de faire une photographie de ce que vous avez fait. C'est ça ce qui est intéressant. D'accord. Merci, François. Est-ce qu'on passe peut-être à éventuellement des questions? Donc, question pratique déjà pour vous dire. On vous enverra donc le lien avec évidemment l'adresse du site pour vous enregistrer.
Maintenant, on a dit la première période de recueil aura lieu le 19 novembre. Donc là, on va finaliser d'ici fin de semaine quelques petits points de détail sur le site et on vous enverra normalement début de semaine prochaine le lien et vous pourrez donc procéder à votre inscription comme ça a été présenté dans la première présentation, enfin partie de la présentation du site. L'inscription et l'enregistrement de votre officine pour être prêt à enregistrer les premiers cas pour la période de recueil de saisie du 19 novembre. Alors cet objet, voilà, il y a plusieurs éléments, je dirais, dans l'analyse qu'on pourra faire derrière de toutes vos remontées. Alors il y a des analyses, je dirais, très, on va dire très basiques, hein, uniquement du quantitatif. On aura évidemment du qualitatif sur les différents domaines que l'on prend en charge au quotidien, peut-être, voilà. On pourra aussi voir sur les périodes de recueil, peut-être monter en puissance tel ou tel type de demande. Je vais prendre, pour ne pas prendre l'exemple Covid, mais si je prends par exemple sur l'exemple allergie, peut-être voir que sur les 15 premiers jours d'avril, on va peut-être passer à 8-10% de demandes spontanées pour de la rhinite allergique, alors que et puis peut-être voir des pics. Peut-être qu'on pourra voir des pics aussi par région aussi, puisque derrière, dans l'analyse, on pourra faire des analyses vraiment très fines, très précises. Et c'est pour ça que je dirais qu'il est important de bien renseigner le formulaire d'inscription de l'officine. Et puis après, on a aussi des questions alors, qui peuvent être un petit peu bizarres, je dirais, sur le patient lui-même. Est-ce qu'il est titulaire d'une ALD ou pas? Est-ce qu'il est titulaire de la C2SS ou pas? Ça permet aussi de voir en fonction et du lieu de l'officine et des actions qui seront réalisées au sein de l'officine, certains types de populations qui sont plus ou moins demandeurs de soins non programmés en officine. Cette expérimentation a eu lieu sur la région Île-de-France dans une version différente. On a essayé de travailler pour lui amener notre patte URPS Grand Est, notamment d'un point de vue méthodologique un peu plus pertinent. Mais c'est vrai que ces données-là, elles sont intéressantes à voir aussi par rapport au recours aux soins de la population. On pourra même coupler derrière les études par rapport au recours et aux zones de déserts médicaux, puisqu'on pourra coupler aux cartographies qui existent, et pour voir si dans ces zones-là, il y a un recours plus important aux pharmaciens d'officine pour le soin non programmé ou pas. Voilà. Il y a énormément de choses que l'on peut voir, que l'on peut essayer d'interpréter, d'étudier au travers de tout ce travail. C'est pour ça que, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, vraiment de la rigueur que vous allez mettre dans le renseignement des données et du coup, ce qui, d'un côté, améliorera la prise en charge de vos patients, mais dans la rigueur, dans le renseignement des données, permettront vraiment d'avoir des informations très, très pertinentes à pouvoir partager. Monsieur Strauss a évoqué tout à l'heure les CPTS et le SAS. Alors CPTS, ça commence, maintenant à parler à un grand nombre d'entre vous, puisque le territoire de la région Grand Est commence à être relativement bien maillé en projets en cours ou aboutis de CPTS. Et là, on est vraiment sur une organisation territoriale. Et là, c'est quelque chose, c'est des chiffres qui seront très importants aussi à avoir pour pouvoir derrière discuter au sein de la CPTS sur une des missions obligatoires qui est les soins non programmés. Et le deuxième aspect qu'évoquait M. Strauss, hein, c'est l'aspect du SAS. Alors ça, c'est peut-être service d'accès aux soins, c'est quelque chose qui est peut-être plus flou encore pour une partie d'entre vous. C'est un système, on va dire, de régulation du soin non programmé, avec comme objectif de désengorger les systèmes d'urgence. Évidemment, ce que l'on milite et ce que l'on espère voir, et c'est ce que M. Strauss a laissé entrevoir aussi, et je le remercie, de voir la pharmacie d'officine participer activement, je dirais, à ce système de SAS, qui nous permettrait d'avoir une meilleure régulation au niveau des patients. Et vraiment de faire reconnaître le rôle primordial de l'officine, puisque un chiffre que je n'ai pas donné d'emblée, mais qui nous porte aussi, je dirais, très fortement à aller vers ce projet, c'est qu'on va dire que 40% des demandes qu'on reçoit quotidiennement à l'officine sont des demandes qui sont sans ordonnance. Alors certes, il y a des demandes fermées du type « bonjour, je voudrais une boîte de lysopaïne, une boîte de Doliprane ». Ces demandes-là ne rentrent pas dans le cadre de notre étude, mais d'autres
mais d'autres choses vont intervenir et toutes les autres demandent donc sans ordonnance. Et là, on peut évaluer, je dirais, quasiment entre 20 et 25% des passages quotidiens au sein de l'officine. Donc voilà un grand nombre de choses qui seront à voir et qui permettront, et pour vous, je dirais peut-être pour vous auto-analyser sur certains types de demandes, éventuellement mettre en place des protocoles à l'officine. Et puis pour d'autres, ça nous servira plus, je dirais, nous, dans un cadre URPS ou autre, pour pouvoir derrière aller discuter notamment avec les autorités sanitaires par rapport au rôle vraiment du pharmacien d'officine et sa place dans la société. Alors, j'ai vu quelques questions passer. J'ai vu notamment une question de René, notre président ordinal. Il n'y a pas de collusion, notamment avec les médecins. Cette étude a fait l'objet d'une présentation il y a une quinzaine de jours lors d'un comité régional de soins de proximité à l'ARS, où j'ai pu présenter exactement le même diaporama que je vous ai fait en propos introductifs. Et là, je dirais que ça a été salué, notamment par le corps médical et par les représentants hospitaliers qui étaient présents, puisque c'est quelque chose sur lesquels, notamment, ils comptent dans le cadre de l'avenir. Alors, il y avait aussi une question de Perrine. La saisie informatique peut-elle se faire à une date ultérieure par rapport aux demi-journées de recueil? Donc oui, vous l'avez vu dans la possibilité de la plateforme, c'est de renseigner la date effective du cas, qui peut être bien entendu antérieure à celle de la saisie. L'objectif, comme vous l'a dit Christophe, c'est de pouvoir gérer au mieux les périodes d'affluence, et vous n'êtes pas tenu de remplir en temps réel chacune des prises en charge de soins non programmés. Il est tout à fait possible au niveau de votre organisation de fonctionner par papier et à un moment où c'est plus calme dans la semaine, décider de faire la saisie collective des différents cas. Donc ça ne pose aucun souci. Alors, il y a une question également sur l'exhaustivité. Alors, c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça représente une part non négligeable de notre activité quotidienne. L'objectif, évidemment, c'est de recueillir, je dirais, le maximum, si c'est possible, tout sur la période de recueil souhaitée. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir, comme je disais, des périodes d'affluence qui font qu'on va en louper quelques-unes. Il ne faut pas s'inquiéter pour cela. On a prévu aussi en cours et à la fin de cette expérimentation des questionnaires pour vous, et notamment un questionnaire où on vous demandera d'essayer d'évaluer à peu près si vous avez la proportion d'exhaustivité, de votre retour. J'en profite également pour vous dire que tout au long de l'expérimentation, on vous accompagnera, Tous pour la santé vous accompagnera aussi. On a parlé de la hotline pour notamment les problèmes d'ordre technologique, mais on est là aussi pour vous, et d'autres types de problèmes, mais on est là aussi pour vous accompagner. Vous aurez des lettres d'information, comme on le fait sur les autres expérimentations que l'on met en place régulières, quasiment mensuelles, pour faire un petit état des lieux des avancées. On est là, on sera présent. Vous aurez le rappel hebdomadaire d'un mail qui vous sera envoyé pour vous dire attention, telle semaine, telle période de recueil. Voilà. On va avoir un maximum d'interaction, et puis évidemment, par l'intermédiaire soit du secrétariat, soit directement des élus de notre chargé de mission, vous pourrez aussi vous poser vos questions en direct. On a aussi une question de pharma. Alors, si vous voulez poser les questions, vous avez en dessous de la fenêtre un petit Q et R pour questions et réponses, si vous voulez passer par cette interface. Donc, les recueils en garde ne vont pas forcément correspondre au planning. Que faire? Donc, c'est prévu. Quand vous mettez la date du cas, vous avez la liste prédéfinie des différentes périodes de recueil, mais vous avez aussi la possibilité d'indiquer si c'est une période de garde de jour ou une période de garde de nuit. À ce moment-là, effectivement, ce sont des dates libres pour vous et vous indiquez que c'était une garde de jour, par exemple ce dimanche, et vous mettrez la date qui correspond à votre garde effective. Donc, c'est vraiment 2 créneaux qui sont prévus en dehors du calendrier pour avoir ces périodes de permanence des soins
qui nous semble importante à recueillir également. Voilà, là, on vous met le site, hein. Vous avez donc, au tout départ, la première question, quand vous allez remplir un formulaire, ça va être de choisir donc, dans la liste des dates de recueil la date. Donc, c'est pour ça que voilà, la réponse, elle est aussi, vous pouvez le faire a posteriori, le lendemain, le surlendemain ou une semaine après. Et les deux autres items en dessous sont une garde de nuit de semaine ou une garde de dimanche, jour férié. Et là, à ce moment-là, on vous demande juste de préciser la date de votre garde. Voilà. Voilà, on peut préciser, c'est des champs ouverts pour tout ce qui est garde de nuit et garde de dimanche et jour férié. Donc voilà, on peut modifier en fonction de vos besoins. Alors, il y a une autre question aussi donc, qui reprend peut-être la question qui avait été posée. Le recueil doit-il être exhaustif par demi-journée ou faut-il sélectionner les cas? Dans la mesure du possible, il faut être exhaustif par demi-journée et ne pas sélectionner des cas pour pas qu'on ait des biais de surreprésentation. Donc, c'est pas à vous de juger. À partir du moment où ça correspond bien à ce qu'on a défini comme une demande de soins non programmés, vous devez le renseigner, sachant que voilà, plus vous serez exhaustif, plus les données seront représentatives de l'activité et mieux ce sera. On a une question également, C2S, oui, c'est l'AME et la CMU, on entend. En fait, c'est ce type de population. Donc, pourquoi on a demandé C2S ou ALD? Parce que ce sont des populations. Alors, ALD, on imagine que c'est des populations qui sont suivies un peu plus régulièrement du fait de leur affection longue durée. Donc, ça permet de savoir si le pharmacien a un rôle supplémentaire par rapport à un suivi médical régulier. Et C2S, AME, CMU, c'est par rapport donc à des études qui ont été faites précédemment sur le recours, notamment aux urgences, par rapport au fait que quand on va aux urgences, il n'y a pas de reste à charge pour le patient, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on va dans des secteurs libéraux où il peut y avoir une avance qui peut être demandée pour ce type de population. Donc, c'est pas pour un ciblage, c'est par rapport à des éléments qui sont déjà présents dans la littérature et qu'on veut éventuellement objectiver ou infirmer. Alors, il y avait aussi une question sur la chronologie pour l'inclusion des étudiants. Donc, je pense que dans votre région, c'est comme dans les autres, c'est à partir de janvier où les étudiants en 6e année arrivent? Oui. Tout à fait, oui. Si je peux me permettre d'intervenir, je suis François Dupuis, donc je suis responsable des stages de 6e année à Nancy. J'ai un problème dans le sens où je ne suis pas sûr que tous les étudiants qu'on va envoyer en stage à partir de janvier vont partir dans une pharmacie qui aura débuté l'étude. Or, si on veut imposer à nos étudiants, est-ce qu'on peut inclure des nouvelles pharmacies alors que l'étude a déjà débuté? Oui, tout à fait. C'est la possibilité qui est faite pour les étudiants, pour les pharmaciens de s'inclure, on va dire, de manière décalée par rapport aux premiers expérimentateurs. Nous, on les repérera tout simplement par rapport à leur date d'inscription sur la plateforme. Donc, on saura qu'ils ont été un petit peu décalés par rapport à ceux qui ont commencé d'emblée. Donc, on va dire ce sera une sous-population des expérimentateurs, mais il n'y a pas de souci pour commencer au mois de janvier parce que voilà, l'étudiant aura rappelé qu'il y avait cette expérimentation qui faisait partie de ses objectifs de stage. Et donc, voilà, la pharmacie rattrapera finalement le pool des expérimentateurs avec un petit mois et demi de décalage. Alors, juste pour vous signaler que cela a été fait en Île-de-France, exactement de la même façon. Les étudiants sont arrivés dans un deuxième temps et on s'est aperçu que c'était une jolie façon aussi de rebooster la motivation de certains officinaux et de réexpliquer ça. Donc, on peut tout à fait, comme cela vient d'être dit par Julien, le faire dans un deuxième temps. Et c'était très riche pour la qualité de l'enregistrement des données. Également, c'est pour cela que ce webinaire est enregistré.
Ça permettra donc notamment à l'étudiant de revoir tout ce que l'on vient de partager ensemble. Ça permettra aussi à des confrères qui étaient intéressés par cette étude, mais qui malheureusement, je dirais, ne pouvaient nous rejoindre aujourd'hui. Je dirais que l'activité officinale aujourd'hui est en plein boom par rapport à tout ce qui se passe. Donc, on comprend que les confrères ou avaient d'autres formations ou sont ouverts ou autres et ne pouvaient pas directement suivre le webinaire de ce jour. Ceux-ci se sont fait connaître, on leur enverra le lien et ils pourront rejoindre l'étude aussi. Donc, c'est-à-dire, ou même, j'irais, entre guillemets, de l'échange entre confrères, dit « Ah tiens, j'ai mis en place, c'est super intéressant, tu devrais le faire ». Il suffit à ce moment-là du confrère de nous contacter et on lui donnera accès, j'irai, à l'expérimentation. Tout le monde, n'importe qui peut rejoindre l'expérimentation à tout moment. Alors, justement, est-ce que ce lien, on pourrait l'envoyer, par exemple, à moi ou quelqu'un? Parce que normalement, les maîtres de stage qui vont accueillir les étudiants à partir de début janvier, théoriquement, ils sont identifiés à partir de là, 6 novembre ou début novembre. Donc, peut-être qu'on pourra déjà les avertir pour qu'ils fassent déjà peut-être un tour sur peut-être inscrire déjà leur pharmacie ou s'inscrire dans l'étude avant même que le stagiaire n'arrive. On peut essayer de proposer ça peut-être. Si tu veux, François, pas de souci. On te donnera l'info. Ouais. J'ai vu une question qui passait là sur le fait d'inclure des patients qui viendraient et qui n'ont pas de médecin traitant. Oui, tout à fait. Ça fait partie dans les informations préliminaires à remplir du formulaire. La question est de savoir si le patient a un médecin traitant ou pas. On sait, voilà, il y a à peu près entre 10 et 15% de patients sur le territoire qui n'ont pas de médecin traitant. Est-ce que ces patients-là ont plus recours ou pas aux demandes de soins non programmés ou pas en proportion? Voilà, ce sont plein de questions que l'on peut se poser et que le fait de renseigner cet élément-là nous permettra d'étudier par la suite. Voilà, on vous le montre en direct. La question, le patient a-t-il un médecin traitant, oui ou non? Évidemment, on laisse toujours la possibilité du « ne sait pas ». Si on ne sait pas, comme j'ai vu aussi poser la question sur la C2S, ce n'est pas toujours simple, c'est vrai, notamment sur des clients qui ne sont pas des habituels de l'officine. Dans ce cas-là, on a toujours la possibilité de mettre « ne sait pas ». Est-ce qu'il y aurait d'autres questions encore? Il y avait une question de Madame Malblanc concernant la qualification des officines qui pourront réalisent les tests antigéniques. Ça fera partie dans la qualification de l'officine à l'inscription. La réalisation des TROTS, ce sera enrichi de la notion de réalisez-vous des tests antigéniques déjà, oui ou non, au même titre que les TROTS grippe, etc. Alors, pourrait-on avoir le lien rapidement? Le lien, on va le diffuser à partir autour du 10 novembre, c'est ça, Christophe? Oui, c'est ce qu'on avait décidé. Voilà. On se laissait jusqu'à cette fin de semaine pour regarder encore s'il n'y avait pas quelques petits bugs, mais voilà. Donc, début de semaine prochaine, vous aurez le lien et donc, vous pourrez, comme je vous l'ai dit, enregistrer déjà inscrit sur l'officine pour, dès la première période de recueil, directement mettre les éléments. Dans les questions, les demandes en complément d'une prescription sont-elles concernées? Oui, c'était l'exemple, je crois de mémoire, l'exemple 4 que je vous ai mis dans le diaporama de présentation. Évidemment, si une demande n'a pas un rapport, voilà, comme j'ai mis l'exemple, c'était une personne qui vient pour renouvellement en traitement tension et qui vient pour un problème de sommeil, évidemment, ces demandes-là sont à prendre en compte parce que si elle avait été faite dans le cadre d'une consultation, ça aurait été amené une consultation. Ensuite, question demi-journée, matin ou après-midi, ou les deux, par semaine, ce n'est qu'une demi-journée. Il y aura des périodes qui se feront le matin, d'autres qui se feront l'après-midi, mais par semaine, il n'y aura qu'une demi-journée qui sera concernée. Donc là, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, la semaine donc, du 19 novembre où on démarre, ce ne sera que le jeudi matin qui sera concerné. Voilà. Il y a d'autres questions. Pour le webinaire en replay, quand on nous le lien, on le fera en même temps que l'envoi des
des inscriptions, je pense, des codes. Donc, début de semaine prochaine. Merci à ceux qui nous disent que c'est clair, c'est très gentil, on essaye de faire au mieux. Inscrire une personne pour prendre rendez-vous auprès d'un spécialiste sur Doctolib, par exemple. Alors, ça, on n'en a pas parlé. Oui, je remercie Isabelle de poser cette question-là. Dans l'orientation du patient, on a tenu compte d'un certain nombre de choses et que vous pourriez éventuellement être amené. Alors, je ne réponds peut-être pas directement à ta question, mais on va le répondre. On peut peut-être par la voir suite. l'endroit où ça se pose. Voilà. On a la possibilité dans l'orientation, et puisque c'est possible pour un certain nombre d'entre vous qui vous y êtes mis, de réaliser au sein de l'officine une téléconsultation. Et donc, dans l'orientation du patient, il est tout à fait prévu que vous puissiez remplir si vous avez jugé nécessaire que le patient qui vient et la plainte du patient nécessite une prise en charge rapide par un médecin et qu'après, j'irai consultation de son médecin traitant, celui-ci ne peut le recevoir dans un délai compatible avec son état de santé, tel que prévoit notamment l'avenant 15 de la pharmacie. À ce moment-là, vous êtes en droit de proposer une téléconsultation à votre patient et à ce moment-là, vous pourrez remplir ce que vous avez effectivement réalisé aussi en plus, notamment dans le cas de la téléconsultation. Vous avez la possibilité aussi de dire que votre patient, vous l'avez orienté vers le médecin traitant, plus ou moins rapidement. Alors, c'est vrai que l'on n'a pas... On n'a peut-être pas mis directement cet item-là, mais on a mis l'item, je crois de mémoire, où le pharmacien de lui-même appelle le médecin traitant pour prendre le rendez-vous pour le patient, il me semble. Je ne sais pas, Hugo, s'il pourra... On peut peut-être voir, Pierre-Emmanuel, vous pouvez nous montrer la partie du questionnaire de l'orientation, ce sera peut-être plus clair. Tout à fait, voilà, j'étais dessus justement, je vais partager mon écran. Donc là, effectivement, on voit quelle orientation vous donnez au patient, donc retour au domicile. Donc là, pour le professionnel de santé, donc on a habituel ou non habituel, consultation au sein de l'officine, soit prise de rendez-vous par l'équipe officinale, soit prise de rendez-vous à téléconsultation par le patient. Donc voilà. on retrouve ces différents éléments. Donc c'est bien couvert. C'est bien couvert la question. On a la réponse à la question. Par contre, voilà, si on coche par exemple téléconsultation au sein de l'officine, là, on va retrouver normalement d'autres items. Ici, voilà, d'autres items en dessous. Donc, quels sont les outils de télémédecine utilisés? Donc, en fait, on retrouve en dessous une fiche que au niveau de l'URPS, voilà, nous avions créée parce que l'on suit actuellement des téléconsultations qui sont réalisées sur le département de l'Aube. Et en fait, on reprend un peu la fiche que les confrères en fait, nous renvoient systématiquement après chaque téléconsultation, qui nous permet aussi d'avoir une vision, je dirais, de cette activité, non pas une vision quantitative, mais vraiment une vision très qualitative de ce qui se passe pendant les téléconsultations au niveau des officines. J'ai vu passer une question sur le nombre de pharmacies inscrites pour le moment. On a un peu plus d'une centaine de pharmacies inscrites sur la région Grand Est. Notre objectif est d'arriver au-delà, puisqu'on a un objectif de quasiment 250. Alors, on a évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, la réserve entre guillemets étudiante qui devrait nous rejoindre, mais évidemment, on incite et on vous incite à parler et nous, on refera aussi une campagne de sensibilisation auprès des confrères de ce projet, puisqu'il devrait vraiment professionnellement nous apporter énormément d'informations pour l'avenir. Vous aurez encore quelques questions? Je vous laisse le temps de les taper. On va laisser peut-être François répondre sur les données récoltées en Île-de-France.
Oui, justement, merci pour cette question. Oui, bien sûr, ça a été utilisé, ça a été présenté bien sûr à l'URPS pharmacien, ça a été représenté dans certains cas même, dans certains colloques spécifiques au sein de la région Île-de-France et bien sûr à l'ARS. Alors, c'est vrai que la crise du Covid est venue là-dessus, mais un point intéressant, on s'est rendu compte par exemple que dans 30% des cas, le pharmacien passait plus de 10 minutes sur certains de ces cas et que dans 40% des cas où il passait plus de 10 minutes, seulement le patient partait avec un produit. Donc ça a permis de montrer que les pharmaciens étaient acteurs de santé et qu'il n'y avait aucune rémunération et peut-être ce n'était pas tout à fait juste. Et donc maintenant, c'est en train d'être repris. Et donc, bien sûr, tout le monde veut regarder avec attention les résultats du Grand Est. Il y a d'autres régions qui s'intéressent à ce type de sujet. Nous sommes en discussion avec d'autres régions. Le but est de faire un état des lieux de ce qui est fait chez vous et de montrer là où, effectivement, le pharmacien fait acte de santé publique, remplace est le seul professionnel parfois accessible, oriente. Pour vous donner une autre indication, c'est aperçu dans plus de 60% des cas, le pharmacien renvoyait le patient chez lui et donc ça permettait sans doute de diminuer aussi le passage aux urgences. Donc l'idée est bien sûr d'utiliser ces données très largement auprès de toutes les autorités de santé et je crois que ça faisait partie aussi, je parle sous le contrôle de l'ARS, des raisons pour lesquelles l'ARS s'est intéressée à ce type d'études. Merci François. J'ai vu une question, oui, plusieurs opérateurs, on peut remonter plusieurs cas par jour, hein, comme on l'a dit, hein, c'est vraiment on attend vraiment une exhaustivité la plus forte de remontée d'informations pour être vraiment au plus près de ce qui se passe quotidiennement dans nos officines. On a forcément des idées pour notre officine, mais on ne sait pas forcément comment ça se passe dans toutes les officines et peut-être qu'on a aussi parfois des visions un peu erronées de ce qui se passe vraiment et là, ça nous permettra vraiment d'être très, très objectifs. Un petit mot d'ordre technique, vous avez peut-être vu passer sur la conversation notre chargé de mission qui vous rappelle à celles et ceux qui n'auraient encore pas remonté la charte d'engagement de nous la faire remonter par mail ou par fax, comme vous voulez. S'il n'y a plus de questions, ben, on va doucement vous libérer pour pouvoir reprendre les uns et les autres nos activités. On va remercier déjà, je dirais, l'ARS pour son soutien et, comme on vient de le rappeler, à cette opération. Remercie évidemment tous pour la santé et GFI pour le travail. Merci François de nous avoir proposé ce travail collaboratif. Merci aussi de nous avoir montré comment, je dirais, les résultats vont pouvoir être exploités par la suite. On en attend beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a parlé de l'ARS. J'ai parlé également du ministère, puisque, comme je vous l'ai dit, je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps et ils attendent vraiment, vraiment avec impatience les résultats de ce projet. Donc, merci à tous pour la santé. Ils seront avec nous, à nos côtés, jusqu'à la fin et évidemment après, puisque dans tous nos projets, je dis, il ne vit que 1 par la formation que l'on vous fait, 2 parce que vous vous investissez dedans et on s'investit dedans, et aussi 3 parce que derrière, il y a tout un travail qui nous revient et que là, on partagera avec Tous pour la santé, qui est le travail d'études, d'analyse, de bilan et voire même, je dirais, de publication, puisque là, vraiment, on peut vraiment cibler sur plein de thèmes différents des publications derrière, pour vraiment faire reconnaître notre activité au quotidien, en plus de l'activité de dispensation de l'ordonnance. Donc, merci à l'équipe de Tous pour la santé, sera à vos côtés. Dès la semaine prochaine, guettez vos mails, vous retrouverez toutes les informations, la hotline, le replay, l'adresse pour s'enregistrer. Après, régulièrement, les mails de rappel pour les jours de recueil d'informations et ensuite les flash infos qui nous permettront de vous donner un état d'avancement de ce projet.
Ce qu'on n'a pas dit également, c'est que vous retrouverez aussi sur un petit compteur hein, sur le site quand vous vous connecterez, sur le nombre évidemment, de cas que vous aurez enregistrés. Un grand merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à en parler autour de vous à des confrères. Plus on sera dans ce projet, mieux ce sera pour la profession. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Surtout, protégez-vous bien en ces temps très, très compliqués. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci Christophe. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.